Bienvenue à cette nouvelle conférence. Mon nom est Karine Gentelet, je suis professeure chercheur à l'Université du Québec en Outaouais et aussi titulaire de la chaire ABEONA ENS OVIA en intelligence artificielle et justice sociale et co-responsable avec ma collègue Céline Castérenard de l'Université d'Ottawa à l'OBVIA de l'axe Relations internationales, Action humanitaire et droits humains. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer la conférence qui va être présentée par la professeure Danielle Bélanger et Gabrielle Bergevin-Establé sur les questions d'automatisation en IA, en immigration au Canada, enjeux et recherches futures. Alors, avant de débuter, je vais juste présenter nos présentateurs. Je voulais aussi vous dire que suite à la conférence de nos deux présentateurs, il y aura une période où ma collègue Céline Castérenard va intervenir et après ça, nous ouvrirons les questions à la salle. Pour poser vos questions, vous aurez la possibilité de les écrire dans l'onglet Q&A. S'il vous plaît, nous vous demandons de poser vos questions de manière, dans un vocabulaire qui est accessible à tous, des questions qui soient claires et concises. Mais c'est ça, avant de passer à la période des questions, donc nous avons nos deux conférenciers. Alors, Madame Bélanger, professeure Bélanger, est professeure justement au département de géographie de l'Université Laval et elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales. Professeure Bélanger est sociologue et démographe. Et ses recherches examinent les répercussions des politiques migratoires sur les trajectoires, les droits et les expériences des migrants sous statut d'immigration précaire dans différentes régions du monde. Elle est la chercheure principale du projet Guiding Through the Maze, Federal MP's Offices in the Landscape of Canadian Immigration Services, qui est financé par le CRSH. Et l'avènement de l'automatisation et de l'IA en immigration et ses effets sur la sélection des immigrants et la justice sociale pour les candidats à l'immigration constitue un nouveau champ de recherche qu'elle développe avec Gabrielle Bergevin-Establé. Alors justement, Gabrielle est conseiller en immigration et étudiant à la maîtrise en sciences géographiques de l'Université Laval. Gabrielle Bergevin-Establé est consultant en citoyenneté et en migration au Canada. Et il travaille donc sous la direction de la professeure Danielle Bélanger. Il est affilié à la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales. Ses recherches portent sur l'adoption par l'IRCC de nouveaux logiciels de traitement de cas avec des fonctionnalités d'automatisation et leurs effets sur le pouvoir discrétionnaire et sur la sélection des immigrants et sur l'accès à la justice. Ses intérêts de recherche se situent à l'intersection des nouvelles technologies, du pouvoir discrétionnaire, du contrôle des frontières et de la justice sociale pour les personnes migrantes. Donc, je vais passer la parole à professeur Bélanger et à monsieur Bergevin-Establé et je vous retrouve après pour le commentaire de ma collègue Céline Castérenard et pour vos questions que vous mettez donc dans le Q&A. Voilà, merci beaucoup. La parole est à vous deux. Merci. Merci beaucoup Karine et merci à l'OBVIA pour cette invitation à partager le fruit de nos réflexions des derniers mois sur cette question très importante de l'automatisation en immigration au Canada. Donc, le but aujourd'hui est de vraiment vous mettre à jour, vous informer sur la situation et notre propos est précisément sur les outils de prise de décision. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup d'autres sujets dont on pourrait traiter, l'analyse biométrique, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les outils de prise de décision. Ces processus touchent toutes les demandes d'immigration de différents programmes que le gouvernement canadien appelle ses lignes d'affaires. Donc, aujourd'hui, on va particulièrement vous parler de la situation des demandes en matière d'immigration temporaire qui constituent des volumes extrêmement importants et qui sont vraiment constituent un laboratoire là, pour tester certains des outils. Donc, c'est certain que le phénomène qui nous intéresse s'inscrit dans l'introduction d'outils d'automatisation pour la prise de décision dans les administrations publiques en général. Et donc, on s'intéresse à cette question plus globale et aux enjeux de conception, de fonctionnalité et de répercussion en matière d'automatisation.
Le plan de notre présentation va être en 3 parties. Je vais d'abord vous faire un petit bilan, une histoire récente, présenter un peu nos sources aussi. Ensuite, Gabrielle prendra la parole pour vous parler de l'émergence d'un débat public tout récent dans les derniers mois qu'on suit avec beaucoup d'intérêt et vous parler notamment d'un logiciel en particulier, enfin d'un outil qui s'appelle Chinook. Et ensuite, dans la dernière partie, on va parler des enjeux de justice sociale et de nos intérêts de recherche sur le sujet. En guise d'introduction, je veux signaler que le ministère de l'Immigration, qu'on appelle aussi IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, est vraiment un laboratoire pour le gouvernement fédéral en matière de prise de décision automatisée. Donc, on peut bien sûr penser que ça a été motivé par des impératifs d'efficacité. IRCC fait assez mauvaise figure dans toutes les évaluations des administrations publiques du gouvernement fédéral. Il y a quelques rapports du bureau du vérificateur général, par exemple, qui soulignent les longs délais de traitement, le manque de communication avec la population, l'opacité des décisions, comment les gens doivent faire des demandes d'accès à l'information pour savoir ce qui se passe avec leur dossier. Donc, IRCC est un peu un mouton noir et donc il y a un vrai désir d'accélérer, d'améliorer le traitement des dossiers et la satisfaction des clients ou de la population. Mais on pourrait aussi penser qu'IRCC est un peu un laboratoire parce que c'est plus facile de tester des outils d'automatisation pour des personnes encore non résidentes, non immigrantes et non citoyennes. Donc, elles peuvent très difficilement critiquer ou contester des décisions, ce qui n'est pas complètement impossible, mais difficile et coûteux. Et aussi, il est très peu probable de voir émerger des contestations collectives chez des gens qui ne sont pas encore résidents au pays. Donc, c'est une situation complexe. Et le sujet est d'autant plus important que de nombreux observateurs dont nous faisons partie et qui suivent la situation de près notent un manque de transparence de la part d'IRCC quant aux outils utilisés, que ce soit leur conception, fonctionnalité ou les évaluations d'impact. Donc, nous discuterons de tous ces sujets dans les 30 minutes à venir. Donc, quelques mots sur les sources d'information. Il existe très peu de travaux scientifiques sur le sujet. Jill et Molnar, en 2018, publiaient un rapport. Elles sont en droit à l'Université de Toronto et elles soulignaient comment l'introduction de technologies d'automatisation pour la prise de décision pouvait avoir des effets très néfastes sur les populations vulnérables. Elles s'intéressaient particulièrement à l'immigration humanitaire, donc la sélection des personnes réfugiées, et étaient très préoccupées par la protection des droits à l'accès à la justice. Plus récemment, les travaux de Nabal Dian, qui est à l'Université Ryerson, s'intéressent surtout à la question de l'imputabilité des administrations publiques et elle fait une étude de cas sur l'immigration. Elle a quelques travaux publiés depuis 2020 et tout récemment en 2022. Gabrielle a procédé à une vingtaine demandes d'accès à l'information, la plupart à IRCC. Nous avons obtenu quelques réponses et nous avons aussi une vingtaine de demandes partagées par d'autres collaborateurs. Nous avons accès à un affidavit sorti d'un cas à la Cour fédérale dont Gabrielle va parler, des documents des comités parlementaires sur l'immigration, dont un qui est en cours présentement, des documents des réponses du ministre à des ordres de la Chambre de la commune et des documents de la Cour fédérale qui apportent aussi beaucoup d'informations. Il y a aussi un groupe privé d'avocats en immigration qui suit le dossier de très, très près, dont Gabrielle fait partie. J'ai rencontré un de ses membres à Vancouver la semaine dernière. Donc, c'est un groupe qui est très, très préoccupé par la situation et qui suit de près ce qui se passe. Donc, en termes d'histoire récente de ce qui s'est passé, je vais vous faire un bilan très rapide. Donc, je veux juste seulement souligner ici que IRCC a émis une politique de soutien aux décisions automatisées en 2019, après l'existence de plusieurs outils depuis 2012-14, et dans son document, présente ses définitions opérationnelles de l'intelligence artificielle, l'automatisation et du soutien à la prise de décision. Donc, je veux seulement vous mentionner que toutes ces définitions font partie de ce guide qui est disponible et vous pourrez les trouver sur Internet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez IRCC?
Donc, tout remonte vraiment à l'augmentation des volumes et la pression que ces volumes ont représenté pour IRCC. Donc, avant de regarder le graphique, je vous donne quelques autres informations. Donc, en 2016, le Canada recevait plus de 2,5 millions d'applications pour la résidence temporaire, toutes catégories confondues de résidence temporaire. Donc, c'est un volume très considérable étant donné la taille de l'administration publique que représente IRCC. Un peu plus tôt, en 2012, IRCC avait déjà averti qu'elle n'était plus en mesure de traiter plus de demandes de visa, à moins d'augmenter significativement les effectifs d'agents d'immigration, et disait que la qualité de la prise de décision aurait pu être affectée. Alors, on voit une augmentation des volumes d'immigration dans l'affidavit de 2021 dont on va vous parler. Certaines données ont été divulguées, donc une augmentation des volumes de permis de travail de 147 % entre 2011 et 2019 et de permis d'études de 222 % entre les mêmes dates. Donc, on voit ici sur la carte les formes humaines montrent cette augmentation des permis d'études. Donc, on voit presque un doublement sur seulement 4 années. Et vous voyez sur, donc ça, ce sont les personnes, les humains. Et sur l'axe de droite, ce que vous voyez, ce sont les pourcentages des taux de refus et des taux d'acceptation. Et ce que ce graphique nous montre, c'est qu'avec l'augmentation des volumes, la probabilité qu'une demande soit refusée augmente. Donc, la tendance pourrait être expliquée par la capacité de traitement, l'introduction de l'automatisation est une hypothèse, ou l'établissement de quotas maximaux par catégorie. Mais on va revenir à ces enjeux. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à travers toute cette augmentation de volume, à une période similaire, une augmentation de personnel du bureau des visas de seulement 20 %. Donc, c'est un peu en décalage avec les volumes des effectifs de demande. Donc, l'histoire récente, ça commence vraiment au début des années 2000, quand on essaie un peu de moderniser, mais ça s'accentue plus en 2010-2012. On va vous présenter quelques dates clés, mais je veux mentionner ici que ce qu'on a fait, et Gabriel y a travaillé très fort, c'est vraiment un travail de reconstruction de toutes les étapes de l'automatisation au Canada en immigration. Ça a nécessité vraiment beaucoup de sources d'informations différentes et c'est vraiment un vrai travail d'enquête parce que c'est très caché, on va dire, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, disons que le ministère a voulu moderniser, améliorer sa performance. Donc, je vais souligner seulement quelques dates, celles qui sont au-dessus de l'axe de temps ici. En 2012, IRCC déployait ce qui s'appelle le Système mondial de gestion des cas, qui est un système unique et intégré, utilisé partout dans le monde pour le traitement des demandes. Donc, à l'époque, en 2012, IRCC présentait cet outil comme étant moderne, efficace, souple et adapté aux besoins du marché du travail et comme étant la clé de l'amélioration des services. Deuxième date charnière, 2015, c'est la modification de la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés qui autorise désormais la prise de décision automatisée. Donc, on prépare le terrain pour ce qui vient après. Et le ministre peut désormais mettre à la disposition de ses agents ces outils qui peuvent être utilisés pour prendre des décisions ou effectuer des contrôles. Donc, je vous ai mis l'article intégral ici. Et finalement, je soulignerai en 2017 que des documents révèlent que les bureaux de visa de Manille, aux Philippines et de Colombo, Sri Lanka, utilisent un outil d'automatisation qui s'appelle Iraya. Donc, toutes ces étapes ont précédé, il y en a plusieurs autres. Deuxième slide ici qui met en valeur plus la mise en œuvre. Depuis 2018, il y a vraiment beaucoup d'outils. Et c'est ce qu'on veut souligner ici, c'est qu'il n'y a pas un outil, il y en a plusieurs qu'on tente d'adapter aux différentes lignes d'affaires, donc programmes qui ont tous des critères de sélection différents. Donc, la mise en commun de différentes sources montre que depuis 2018, IRCC est très, très actif et qu'il y a énormément d'efforts pour déployer différents outils. Donc, 2018, c'est important parce que c'est le déploiement de cet outil qui s'appelle Chinook, donc qui est le nom d'un saumon. On y revient avec Gabriel. Et je souligne aussi 2022 où
une évaluation d'incidence algorithmique sur l'automatisation pour les demandes d'immigration familiale des époux et des conjoints de fait a été faite et on a eu accès à l'évaluation. Et c'est à souligner que de tous les documents mis à disposition là, de la communauté intéressée, seulement 2 évaluations ont été, semblent avoir été faites, du moins ont été divulguées, ce qui est très peu par rapport à tout ce qui a été déployé. Et finalement, mentionnons qu'en janvier 2022, le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, le nouveau ministre, donnait une conférence de presse pendant laquelle il annonçait des investissements très importants pour soutenir la suite de ces initiatives d'automatisation qui toucheront toutes les lignes d'affaires. Donc, pour conclure cette première partie, on veut souligner que l'automatisation en immigration au Canada s'est amorcée bien avant la directive sur la prise de décision automatisée du gouvernement fédéral de 2019, que beaucoup d'outils ont été testés et déployés, qu'il y a eu peu d'évaluation d'impact et que IRCC a même été consulté pendant l'élaboration de la directive puisqu'il était un des laboratoires. Donc, ici, vous voyez le nom de certains outils dont on connaît l'existence. On sait très peu de choses, par exemple, sur un logiciel qui s'appelle Watchtower. C'est vraiment, comme je disais, un vrai travail d'enquête qui est en cours et qui va se poursuivre. On vous rend compte aujourd'hui de l'état de la situation. Donc, je passe la parole à Gabrielle pour la suite. Merci, Danielle. Donc, maintenant, pour la deuxième partie, on va se pencher sur l'émergence d'un débat qui a commencé dans les milieux spécialisés, puis qui s'est rendu dans la sphère publique, qui a été très médiatisé, qui porte entre autres sur le logiciel Chinook. Et ensuite, on va se pencher sur le fonctionnement du logiciel, du moins ce qu'on en sait pour le moment. Donc, un premier problème qu'on constate avec les permis d'études, c'est un problème de refus, de taux de refus particulièrement élevé pour les demandeurs et demandeuses originaires de l'Afrique francophone, qui sont principalement destinés à étudier au Québec. C'est rapporté notamment dans le rapport L'immigration au temps de la COVID-19, enjeux et défis, sorti en mai 2021, du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, le comité CIM à la Chambre des communes. Ce comité se penche dans ce rapport sur les perturbations et retards sur le système d'immigration canadien causés par la pandémie. Le chapitre 3 porte sur les étudiants et étudiantes étrangers et étrangères. Si on blâme la COVID-19 pour ces problèmes, on parle de fermeture de points de service, fermeture de frontières quand les points de service sont dans un autre pays que celui où réside la personne, qui limite la possibilité de faire des demandes complètes. On blâme la COVID et on voit aussi la numérisation comme une piste de solution, puisqu'il s'agit d'une manière de délocaliser la prise de décision, possiblement de limiter les problèmes d'accès à des lieux physiques. On voit un autre problème qui, celui-là, était assez connu du milieu des acteurs en immigration. On parle d'adjoints-adjointes de circonscription, représentants comme avocats et conseillers, d'autres types d'intervenants comme dans les groupes communautaires, les groupes d'accompagnement des réfugiés, qui constatent qu'il existe des nouvelles tendances en résidence temporaire où on a de la misère à comprendre les motifs des refus. Le même rapport du comité CIM que j'ai mentionné émet également une recommandation en 2021 que Immigration Canada devrait augmenter la quantité de renseignements fournis pour motiver les rejets de demandes de résidence temporaire. Les enjeux sont aussi discutés assez habilement dans le podcast Borderlines. Donc, on constate notamment que
ce problème de transparence, on cherche à l'expliquer. Donc, on se demande si les officiers des bureaux des visas sont débordés, ce qui serait peut-être accentué par la COVID, parce qu'on sent que le soin accordé à chaque dossier individuel est vraiment à la baisse. Les décisions, les lettres de refus sont de plus en plus difficiles à comprendre. Et même lorsqu'on a un accès aux notes, aux dossiers informatisés, elles sont souvent génériques et sans correspondance avec les particularités du cas de la personne qui fait la demande. On voit que certains bureaux des visas semblent avoir de la misère à rattraper la jurisprudence la plus récente. Ils semblent ne pas en tenir compte dans des nouvelles décisions. Et donc, il y a un problème de transparence aussi qui est blâmé sur la COVID, encore une fois. Mais au moins, un avocat, Maître Stephen Murans, se demande si ce ne serait pas peut-être une intelligence artificielle qui serait déployée sans qu'on en ait entendu parler jusqu'à ce moment-là. Et puis, nous avons l'affaire Chinook. Donc, le Chinook, c'est une espèce de saumon, c'est un poisson migratoire qui revient vers le lieu qu'il a vu naître pour finir ses jours. C'est aussi le nom du logiciel développé par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada pour traiter les demandes de résidence temporaire, autant les visas, les permis de travail que les permis d'études. Vous allez voir des extraits de la loi de l'immigration, de la protection des réfugiés du Canada, où on définit essentiellement la résidence temporaire, les résidents temporaires comme des étrangers qui vont quitter le Canada pour retourner vers leur pays de résidence habituelle ou de citoyenneté à la fin de leur séjour autorisé. Donc, on découvre Chinook comment? De manière assez subtile d'abord. Le logiciel est mentionné dans des dossiers à la Cour fédérale par les avocats de Justice Canada. En fait, ils font référence à un affidavit qui serait déposé dans une autre cause à laquelle ils réfèrent la Cour et la partie qui conteste une décision. L'avocate de Toronto, Zeynep Ziaé, va aller demander des copies des documents. Elle va retracer l'affidavit en question. Elle en trouvera au moins 2 versions différentes et obtiendra des copies. Et elle commence à discuter de cet enjeu avec ses confrères et consoeurs juristes. Donc, le logiciel, il va commencer à être vraiment décortiqué dans la communauté judiciaire. Et ces efforts-là vont passer notamment par des demandes d'accès à l'information où on tente de comprendre comment fonctionne le logiciel, mais aussi de planifier des structures des stratégies pour les litiges en cour fédérale, des décisions qui auront été prises au moyen du logiciel. Plus on en apprend sur le logiciel, plus ça semble être un morceau important de ce qui se passe en termes de modernisation à Immigration Citoyenneté Canada. Et la plupart des efforts vont être assez bien documentés et diffusés sur les blogs de Maître Wei-Will Tao, le Vancouver Immigration Blog et le site de son cabinet Heron Law Offices. Donc, on voit là les éléments pour une tempête parfaite qui se rassemblent. C'est-à-dire que, oui, il y a les refus massifs en Afrique francophone qui dérangent. Il y a les décisions opaques qui dérangent. Et jusque-là, on pouvait peut-être blâmer la COVID-19, mais c'est un peu banal. On a tendance à tout blâmer sur la COVID-19. En parallèle, un logiciel gardé jusque-là secret, c'est éminemment plus dramatique et on commence à sentir un intérêt médiatique autour de cette histoire. Et vraiment, à la fin de 2021, à partir du mois d'août, on voit la discussion sortir des milieux spécialisés. Donc, les médias vont rapporter que les demandes sont refusées en grand nombre, simultanément, avec les mêmes raisons de refus sur chacune des lettres. On repartage les informations déjà colligées dans la communauté juridique que les raisons de refus de l'officier ne sont pas consignées dans le dossier officiel du Système mondial de gestion des cas.
on entend aussi qu'on cherche à faire le lien entre les refus massifs des étudiants africains francophones et ce logiciel, et que c'est difficile de le faire étant donné le degré de secret relatif autour du logiciel. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui est diffusée proactivement par IRCC, il faut aller la chercher. Donc, en 2022, le comité CIM va reprendre l'étude des enjeux qu'on a soulevés, qui étaient présents dans le rapport de 2021, mais cette fois-ci, ils vont l'analyser sous la loupe des logiciels qui sont utilisés par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, et ils vont s'éloigner de l'hypothèse de la COVID pour comprendre ces phénomènes. Alors, est-ce que c'est la COVID ou est-ce que c'est les logiciels? C'est vraiment une bonne question. Ici, on a une carte qui nous montre des données de 2019, donc avant la COVID. Elles ont été colligées par IRCC, obtenues par Maître Lou Jansen d'Angzalan par demande d'accès à l'information. On y voit en couleur le taux de refus de permis d'études par pays pour l'année 2019. Plus la couleur est foncée, plus le taux de refus est élevé pour ce pays. Donc, on voit bien une concentration assez importante des taux de refus élevés sur le continent africain. Donc, on comprend ici d'un coup d'œil le phénomène dont on parle. Par ailleurs, lorsqu'ils ont été confrontés à ces chiffres, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada ont souvent évoqué que des taux de refus élevés peuvent être un artefact ou un résultat imprévisible d'un volume de demandes particulièrement élevé. Donc, il se peut que s'il y ait une augmentation soudaine des demandes, qu'il y ait une augmentation également des refus. On sait qu'il y a une tendance générale de la période de 2016 à 2019, comme l'a mentionné Daniel tantôt, à ce que les refus augmentent plus que les approbations, avec l'augmentation générale des volumes. Mais on voit quand même que si on regarde le continent africain, les volumes de demandes de permis d'études qui sont représentés par les cercles ne sont pas particulièrement élevés pour le continent africain comparé aux autres régions géographiques du monde, contrairement aux taux de refus qui, eux, sont particulièrement élevés. Donc, ça nous amène davantage à se pencher sur l'hypothèse des logiciels comme facteur explicatif pour les phénomènes dérangeants qui ont déjà été documentés dans le milieu. Donc, on va regarder plus attentivement Chinook maintenant. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça fait, Chinook? C'est essentiellement un classeur Excel. Il n'y a pas d'interface particulièrement épatant, éblouissant. C'est très simple. C'est un classeur, mais avec une couche de programmation en Visual Basic qui rajoute des boutons, la possibilité de créer des groupes et de faire des actions groupées sur l'ensemble des membres d'un groupe. Chaque colonne, à part les 4 premières colonnes sont, disons, celles qui ont des fonctions de programmation, ici, 4 ou 5 premières colonnes, et ensuite les autres colonnes sont des champs d'information sur le demandeur ou la demandeuse, et chaque ligne représente une demande par un individu. Les champs d'information peuvent être sélectionnés par l'officier. Il peut développer une vue. Si l'officier veut voir l'information concernant le genre, il peut l'afficher. S'il ne veut pas le voir, il n'est pas obligé de l'afficher. Les champs que l'officier peut afficher sont tirés des formulaires de demande principalement, mais aussi l'historique un peu au système mondial de gestion des cas, si c'est une personne qui avait fait des demandes dans le passé. C'est surtout des informations sociodémographiques et biographiques de la personne qui s'affiche dans le classeur. Chinook a une structure modulaire. Donc, il y a 5 modules principaux. Il y en a 5 ou 7 dépendant des sources, mais il y en a 5 principaux qui sont utilisés par les officiers des visas et leurs gestionnaires. Le module 1 de gestion des dossiers permet aux gestionnaires de distribuer la tâche de travail aux officiers. Donc, possiblement de donner plus de dossiers à ceux qui en ont moins en ce moment sur leur charge de travail dans leur inventaire. Le module 2, c'est le module de pré-évaluation. Donc, ça serait là où il faudrait vérifier si les données biométriques ont été fournies, inviter la personne à fournir les données biométriques, à faire l'examen médical s'il est requis, s'assurer que la demande est complète, etc. C'est souvent effectué dans les bureaux des visas par des employés locaux, mais pas toujours. Le module 3, c'est le module de prise de décision. C'est là où un officier des visas va prendre une décision sur un dossier.
bien sûr, il est conçu pour pouvoir prendre des décisions sur tout un groupe de dossiers. Donc, ce n'est pas nécessairement un travail individuel à cette étape-là qui est fait. Le module 4 va s'enclencher immédiatement après que la prise de décision devient effective et il automatise tout ce qui suit la prise de décision. Donc, si c'est une lettre d'approbation, il y a toute une série de champs qu'il faut remplir dans la lettre. Il y a comme un wizard, un petit logiciel d'accompagnement qui offre des options, des menus déroulants qui permettent à la personne de faire les entrées pour rapidement finaliser toutes les étapes post-décision. Dans le cas des lettres de refus, ce qui nous intéresse, c'est que ça va permettre de choisir dans un menu déroulant les motifs de refus à être inclus dans la lettre. Et quand l'officier choisit 1, 2, 3, 4 motifs de refus à être inclus dans la lettre, en dessous de ça, dans un champ texte, Chinook rédige les notes de refus qui justifient la décision. L'officier aura ensuite à copier-coller ces notes de refus ailleurs ou dans certaines versions, elles seront poussées automatiquement dans le système mondial de gestion des cas lorsque le tout va être finalisé. Le module 5, la gestion d'indicateurs, on ne sait pas pourquoi il est en 5 parce que ça se peut qu'il soit utilisé avant même le module 1. Peut-être qu'il a été développé en dernier. Les indicateurs de risque et les local word flags, donc les mots marqueurs locaux, sont une série d'instructions qui s'accompagne à certains dossiers. Si une personne utilise un document émis par une institution et que le bureau local a remarqué beaucoup de documents frauduleux qui ont été produits, assignés à cette institution, il pourrait y avoir, par exemple, des instructions particulières de vérification accrue de l'authenticité des documents pour tous les dossiers qui présentent un document de cette institution. On ne sait pas exactement comment sont définies les règles des indicateurs et des mots locaux, ni comment ils sont assignés au dossier, mais on sait qu'ils accompagnent chaque dossier qui est ainsi marqué d'instructions additionnelles pour l'officier. Donc, jusqu'ici, on sait que c'est une application en Visual Basic avec Excel, que ça a été conçu pour des problèmes de bande passante dans certains bureaux pour qu'ils puissent travailler de manière locale sur des grands groupes de dossiers sans ralentir leur connexion Internet. Il y a les données sont importées du système mondial de gestion des cas et puis exportées vers le système mondial de gestion des cas. Les décisions sont prises dans le classeur, mais les données ne sont pas stockées dans le classeur. Il n'y a pas de stockage de données indépendant avec Chinook. Ça permet de créer des groupes et d'automatiser des actions pour l'ensemble d'un groupe. Ça permet aux gestionnaires de distribuer les dossiers automatiquement. Ça permet aux officiers de contrôler ce que leur montre leur tableau de bord lorsqu'ils prennent des décisions. Ça est accompagné d'une augmentation de l'efficacité. Les gains de productivité, selon certains courriels qu'on a pu obtenir, seraient principalement dus au traitement de masse, plus qu'autre chose. Ça permet de gérer les indicateurs de risque, les mots locaux, et il y a beaucoup d'automatisation des procédés post-décision, notamment générer automatiquement les notes de décision. Donc, avec tout ça, il y a beaucoup d'éléments d'automatisation. On comprend maintenant beaucoup mieux comment fonctionne le logiciel, d'où viennent les gains d'efficacité supposés. Mais est-ce que c'est une intelligence artificielle ou est-ce que c'est autre chose? C'est une question que plusieurs personnes se posent. Tantôt, Daniel vous a parlé des définitions qu'a développées IRCC dans son guide de politique de soutien aux décisions automatisées. IRCC distingue deux grands groupes d'automatisation qu'il conçoit comme mutuellement exclusifs. L'automatisation des processus, c'est l'automatisation de tâches banales et répétitives dans lesquelles aucune décision n'est réellement prise. C'est évident ce qu'il faut faire. Donc, le triage par pointage dans Entrée Express, par exemple. Entrée Express, il faut inviter les gens qui ont le plus de points. Il n'y a pas de décision à faire là. Et les SSDA, les systèmes de soutien aux décisions automatisées, ça, c'est les systèmes qui accompagnent en partie ou en tout le décideur dans la prise de décision ou même qui se substituent à l'humain pour la prise de décision. Donc là, les projets d'analytique avancée d'IRCC pour les demandes de parrainage ou pour les demandes de visa, ça se classe clairement dans les SSDA.
mais on se demande où est-ce que Chinook se classerait. On a 3 hypothèses. Premièrement, on considère que hypothèse 1, IRCC doit traiter Chinook comme de l'automatisation des processus. Pourquoi? Parce que dans le guide de politique, il y a toute une série de suggestions sur l'accompagnement des systèmes de soutien aux décisions automatisées et l'ADP en est exclu. Et on voit que si on regarde toutes les suggestions, on voit qu'elles n'ont pas été suivies pour Chinook. Donc, Chinook n'a pas été soumis à un contrôle externe. Il n'y a pas de mesures pour pouvoir expliquer clairement les décisions qui sont prises avec le logiciel. Il n'y a pas de maintien d'une piste de vérification, par exemple, des indicateurs de risque, des groupes qui ont été constitués avant qu'une décision soit prise, ce n'est pas maintenu dans le dossier. La transparence sur l'utilisation du système, il a fallu aller sortir les verres du nez d'IRCC sur où est-ce qu'il était utilisé, depuis quand. Et la nature de son fonctionnement aussi, ils ont fourni certaines informations proactivement dans un affidavit, mais le reste, il a fallu aller les chercher. Il n'y a pas de transparence là. Et finalement, une demande d'accès à l'information pour toutes les demandes de conseil présentées à la Direction générale de l'orientation sur les programmes d'immigration, toute question d'interprétation des programmes avec un logiciel nouveau. Selon les demandes d'accès à l'information, aucune question n'a été posée à cette division. Pourtant, c'est une recommandation du guide de politique. Donc, pour Chinook, il n'y a pas eu de vérification de ce côté-là. Donc, on pense qu'IRCC considère que c'est juste l'automatisation des processus. Nous, on propose l'hypothèse que Chinook, c'est un système de soutien aux décisions automatisées. Le guide de politique nous dit que ça vise les logiciels, notamment qui signalent les dossiers qui devraient faire l'objet d'un examen ou d'une enquête, donc le triage automatisé avec les indicateurs de risque, les mots locaux. Également, ça nous dit que lorsque le système joue un nouveau rôle dans le modèle de prise de décision, ça devrait être considéré un système de soutien aux décisions automatisées. Puis vraiment, avec cette capacité de grouper les demandes et de faire du traitement de masse, Chinook rentre dans une nouvelle ère du traitement des demandes de résidence temporaire. C'est vraiment un nouveau rôle. Et finalement, la jurisprudence est assez claire sur l'importance, le rôle des raisons qui sont consignées dans les notes pour une décision transparente et intelligible. Il y a quelques références à des dossiers de jurisprudence plus bas. Donc, on arrive à l'hypothèse 3. Chinook n'est pas une intelligence artificielle. C'est un logiciel avec une capacité limitée de stockage de données. Les stockages est supprimé à la fin de chaque session d'utilisation. C'est conçu pour les bureaux avec des bandes passantes limitées. Le programme est écrit en Visual Basic Script, qui n'est pas le logiciel de choix pour une intelligence artificielle, bien que techniquement, c'est un langage de programmation complet. IRCC insiste que ce n'est pas une intelligence artificielle, d'ailleurs. Les documents obtenus ne nous permettent pas de contredire cela. Et le système ne semble pas être en mesure d'apprendre ni de décider seul. Donc, ça conclut les raisons pour cette hypothèse qui la rendent plausible. Mais IRCC ici, d'ailleurs, semble être d'accord. Mais est-ce que ça va rester ainsi et est-ce que c'est une distinction significative pour les enjeux, les impacts, les effets sur l'accès à la justice, par exemple? Bien, ça, c'est pas si clair. Même si ce n'est pas une intelligence artificielle, il y a beaucoup de questions à ce niveau. Et notamment, on peut interroger l'interaction entre les intelligences artificielles et Chinook. Donc, premièrement, l'évaluation d'impact algorithmique, la directive sur la prise de décision automatisée, le guide de politique d'IRCC nous parle de cette importance des décisions prises par des humains. Et ils font une grande distinction entre les décisions prises par les logiciels et celles prises par les humains. Mais quand on entend ça, est-ce que ce qu'on entend, ce qu'on imagine, ce qu'on visualise, c'est vraiment un humain qui prend une décision avec un logiciel comme Chinook, ou est-ce que c'est ce qu'on visualise, c'est la manière dont les officiers prenaient des décisions avant l'introduction de ce genre de logiciel? Donc, quand le triage des demandes de visa est effectué par une intelligence artificielle, qu'on identifie les demandes qui doivent être examinées attentivement par un officier, est-ce que l'officier examine ces demandes dans Chinook? C'est une excellente question. On aimerait pouvoir avoir la réponse. Deuxième question à ce niveau-là, c'est, on sait dans le guide de politique d'IRCC que pour IRCC, le standard à atteindre pour la transparence d'une décision prise par l'intelligence artificielle, c'est d'atteindre le degré de transparence
une décision prise par un humain sans intelligence artificielle. Encore une fois, est-ce que les problèmes de transparence de la prise de décision, la gestion automatisée de la rédaction des notes de décision avec Chinook, est-ce que ce n'est pas en train de faire baisser le seuil d'intelligibilité à atteindre pour les décisions qui seraient prises par des intelligences artificielles? Est-ce qu'on n'est pas en train de baisser la note de passage du test de l'acceptabilité des IA? Et finalement, les interactions Chinook et intelligence artificielle, on risque d'en apprendre davantage bientôt. Ici, vous avez une série de titres de courriels dont nous sommes en train d'obtenir des copies par des demandes d'accès à l'information. Il y en a qui ont été initiées par moi-même, d'autres par Maître Wei-Will Tao et d'autres par Andrew Colton. Mais ici, on voit qu'il y a des requêtes pour des projets pilotes d'analytique avancée avec Chinook, d'intelligence artificielle avec Chinook. Mais on voit aussi que la prise de décision automatisée, l'analytique avancée, c'est aussi en expansion pour le programme Seasonal Agricultural Workers Program, le programme des travailleurs saisonniers agricoles, pour la nouvelle voie d'accès à la résidence permanente au fédéral à partir de la résidence temporaire pour les demandes d'asile ou de réfugiés. C'est pas clair à part seulement du titre du courriel de quelle demande il s'agit et de l'intégration finalement de l'analytique avancée au sein même du logiciel de système mondial de gestion des cas qui est utilisé pour toutes les décisions en immigration. Donc, en bref, on ne sait pas encore tous les effets que Chinook aura eu sur les décisions administratives. C'est raisonnable de supposer que l'effet n'est pas nul, qu'il mérite d'être analysé au moyen de meilleures données qu'on tente toujours d'obtenir. On sait que le portrait géographique des taux de refus est inquiétant, ça laisse entendre des problèmes de biais systémiques. Le logiciel Chinook n'est probablement pas une intelligence artificielle. Il n'est pas soumis à une évaluation d'incidence algorithmique. IRCC semble le traiter comme de la simple automatisation de processus. Il y a peu de mécanismes de surveillance en place pour ce logiciel, mais c'est probablement plus que de la simple automatisation et on voit qu'ils sont en train de mettre en place des plans pour augmenter ses capacités et son intégration avec les intelligences artificielles. Je vais passer la parole à Daniel. Merci, Gabriel. Donc, en dernière partie, pour conclure, on va soulever des enjeux de recherche et de justice que toute la situation actuelle pose en immigration. Donc, la recherche en sciences sociales, c'est beaucoup ce qui m'intéresse sur les répercussions de l'automatisation. Je vais parler de quelques sujets, il y en a beaucoup d'autres. D'abord, la question du processus, des processus décisionnels et du pouvoir discrétionnaire, qui est un sujet qui est beaucoup étudié, notamment en sociologie de l'immigration. On sait que les officiers, les agents en immigration, qui jusqu'à récemment déterminaient l'éligibilité et l'admissibilité des dossiers, avaient beaucoup de pouvoir discrétionnaire parce que la loi de l'immigration donne une place importante à son usage. Les situations sont tellement complexes, les parcours sont complexes, il y a tellement de programmes, il y a tellement de critères que bien qu'il y ait des lignes directrices, le pouvoir discrétionnaire était central à notre système d'immigration et au choix des immigrants. Donc, dans son ouvrage Points of Entry, publié en 2015, le sociologue Vic Sasewicz a étudié cette question dans plusieurs consulats canadiens. Il a étudié les dossiers, il a observé comment travaillent les agents et il étudie vraiment comment la pression vers la productivité, la prise de risque sont vraiment certains des aspects au cœur de l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est central à notre système d'immigration. Donc, c'est tout ça qui va être chamboulé. Karine Côté-Boucher, dans son livre Border Frictions de 2020, a travaillé sur les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada et elle a analysé la perte du pouvoir discrétionnaire avec l'automatisation et l'effet de cette tendance sur la profession, sur la satisfaction au travail, sur les relations de travail. Des travaux de chercheurs des Pays-Bas tout récents nous parlent de l'automatisation du pouvoir discrétionnaire et de comment les organisations qui sont ce qu'ils appellent des decision factories, donc des usines de décision massives, on va dire, comme les IRCC, sont donc en voie de se transformer en street-level bureaucracies à des system-level bureaucracies, puisque le pouvoir discrétionnaire est transféré des agents décideurs aux programmeurs. Donc, c'est vraiment
un bouleversement en profondeur. Deuxième sujet, très rapidement, les frontières administratives. Donc, on a des agents, les personnes qu'on appelle les agents facilitateurs, comme mentionné Gabriel, les avocats, consultants, adjoints de circonscription des bureaux fédéraux qu'on étudie dans une recherche actuellement. Donc, agissent, représentent les personnes migrantes ou les candidats à l'immigration qui ont des demandes refusées. Donc, lors de contrôles judiciaires à la Cour fédérale, la balance du pouvoir va être nettement plus en faveur des représentants d'IRCC qui auront accès à la boîte noire des outils d'automatisation. Donc, pour tous ces agents facilitateurs, c'est aussi vraiment une remise en question en profondeur qui pourrait s'installer et qui pourrait transformer aussi même certaines de ces professions. D'un point de vue de la géographie sociale, le point C ici sur la slide, c'est toute une reconfiguration des espaces où les décisions sont prises à laquelle nous assistons. Donc, il y a une dématérialisation, mais il y a aussi une délocalisation de la prise de décision qui désincarne la décision de son contexte. Donc, le contexte vécu par les officiers eux-mêmes qui vivent dans les pays où sont prises beaucoup des décisions en immigration. Donc, cette reconfiguration soulève beaucoup de questions quant à la compréhension de la gestion de l'immigration. Donc, par exemple, si on prend des décisions relativement à la légitimité des unions, des mariages, mais si on est au Brésil, en Inde ou à Shanghai, dépendamment d'où on est, l'analyse va varier en fonction de la connaissance du contexte ou la situation économique, par exemple. Est-ce que le migrant temporaire va vraiment revenir dans son pays après, au regard de plein d'éléments qu'on peut analyser? Donc, c'est vraiment de voir comment cette délocalisation va entraîner, va avoir un effet sur la sélection. D'un point de vue des travaux en sociologie, en anthropologie, qui s'intéressent à l'expérience des individus avec les administrations publiques, avec la bureaucratie, c'est toute une nouvelle forme d'expérience qu'il conviendra d'analyser, une expérience où, pour le moment, du moins, l'opacité est vraiment accrue. Donc, il y a des anthropologues comme notre collègue à l'Université Laval, Karine Geoffrion, qui s'intéressent à l'analyse des émotions en lien avec la bureaucratie, avec les traces laissées par les documents d'immigration. Donc, c'est tout ça aussi qui va être à revisiter, revoir. Et finalement, bien sûr, d'un point de vue démographique, l'automatisation, la réduction du pouvoir discrétionnaire des agents d'immigration pourrait avoir un effet sur la composition des flux. Donc, c'est toute cette question-là des refus des étudiants francophones des pays d'Afrique que soulève cette question démographique. Donc, quel effet sur le profil des personnes admises? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment atteindre cet objectif des immigrants idéaux, de l'immigrant idéal? Est-ce que des personnes qui auparavant pouvaient aspirer à l'immigration verront systématiquement leurs demandes refusées? Donc, c'est beaucoup de questions que ça soulève et bien sûr, on reconnaît l'efficacité qu'entraînent les outils et leur importance pour débloquer IRCC qui croule sous des retards de traitement inadmissibles. D'ailleurs, il y a une mise en demeure qui a été faite récemment à ce sujet et qui a des retards de traitement difficile à battre. Donc, voilà. Mais je laisse Gabriel conclure sur les enjeux de justice, d'accès à la justice. Merci, Daniel. Il y a 4 principaux enjeux d'accès à la justice dont j'aimerais parler présentement. Il y en a beaucoup d'autres, mais pour se concentrer sur les principaux, les plus saillants, d'abord, il y a la question pour les personnes dont la demande de résidence temporaire est refusée, quels sont leurs recours? Il existe un procédé en administration, en droit administratif canadien, la reconsidération administrative. Il faut savoir que ça existe. Ce n'est pas indiqué sur la lettre de refus qu'on peut procéder à une reconsidération administrative. C'est accessible dans le sens que ça ne coûte rien de demander, mais il faut pouvoir démontrer une erreur et la vérification, à savoir s'il y a eu effectivement une erreur dans le traitement de la demande, relève d'IRCC, donc ceux qui ont pris la décision en premier lieu, mais pas nécessairement le même officier. Donc, il faut convaincre l'officier qu'un ou une de ses collègues a commis une erreur, soit une erreur fondamentale de droit sur les faits ou une erreur de procédure. Sauf que sans accès aux véritables raisons de refus, c'est difficile de démontrer
que l'officier est arrivé à la conclusion de refuser la demande en commettant une erreur de ce type, parce qu'on ne sait pas comment l'officier est arrivé à cette conclusion-là. Donc, c'est dur de démontrer une erreur dans une décision qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, ça ouvre la porte, par contre, à l'autre recours qui est la demande d'autorisation pour une révision et contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Là, encore, ce n'est pas clairement communiqué sur la lettre de refus qu'on y a droit. Ce n'est pas proprement dit une mesure d'appel. Ce n'est pas une décision de novo. C'est une révision de la décision qui a été faite par l'officier. La norme pour la révision, c'est la norme habituellement de la décision raisonnable. Donc, il faut pour la personne qui conteste une décision, démontrer que c'était impossible d'arriver à la conclusion sur la base de l'application qui a été faite de manière raisonnable. Okay? Je n'irai pas dans les détails du test à rencontrer, mais la possibilité de ce recours-là n'est pas communiquée sur la lettre de refus. Pour les demandeurs et demandeuses qui sont à l'extérieur du Canada, pour qui la décision est prise à l'extérieur du Canada, le délai est quand même généreux. Il y a 60 jours pour déposer la demande d'autorisation. Mais avec la délocalisation, c'est de moins en moins indiqué sur les lettres de refus où la décision a été prise. Si la Cour fédérale est au courant du problème et ainsi que Justice Canada, eh bien, les demandeurs ne le sont pas, ils n'en sont pas avisés. Mais ils ont bel et bien 60 jours, même si ce n'est pas clairement indiqué sur la lettre où la décision a été prise. Ça prend un avocat au Canada. On ne peut pas déposer la démarche seul lorsqu'on réside hors du Canada et je recommande à la personne de se représenter seul à la Cour fédérale. Et finalement, les frais d'avocat, ça coûte très, très, très cher. Dans mon expérience, on parle de plusieurs milliers de dollars de frais d'avocat pour y arriver. Finalement, quand on conteste quand on conteste à la Cour fédérale, il y a une règle qui s'applique dans les règlements de la Cour fédérale, la règle 9. La règle 9 indique qu'il faut que les motifs de la décision écrits soient fournis à la personne qui conteste la décision. Donc, souvent, on considère en immigration que la lettre de refus, ce n'est pas vraiment les motifs, c'est la conclusion. Donc, ça prend les notes au Système mondial de gestion des cas pour comprendre comment l'officier est arrivé à la conclusion, c'est quoi les motifs du refus. Le problème, c'est que maintenant, avec Chinook, les notes au Système mondial de gestion des cas, ce sont celles qui sont générées par le logiciel Chinook après que la décision soit prise en fonction des motifs de refus choisis par l'officier. Si les officiers ont toujours le choix de rajouter des notes manuscrites individuellement pour chaque cas, on sait aussi que s'ils font ça, ils sont en train de perdre tous les gains d'efficacité qu'on peut attribuer à Chinook, puisqu'ils sont principalement attribués à la capacité de faire des refus de masse. Donc, c'est peu probable que les officiers vont indiquer des notes rédigées par eux-mêmes autant qu'ils le faisaient avant l'adoption du logiciel Chinook. Et donc, les notes qui sont au Système mondial de gestion des cas sont d'une utilité beaucoup moindre pour comprendre comment les officiers en sont arrivés à prendre une décision. Et finalement, il y a la question des risques de discrimination sur la base de catégories protégées. Donc, il y a plusieurs formes de discrimination qui sont interdites par la Charte canadienne. On ne s'attendrait pas à ce que notre gouvernement, dans l'administration publique, effectue de la discrimination sur la base de ce genre d'informations socio-démographiques ou biographiques des individus qui appartiennent à des catégories protégées contre la discrimination. Cependant, on voit que ce sont beaucoup ce genre d'informations sur les individus qui sont déployées dans le classeur de Chinook. Donc, les officiers, si en principe, ils sont invités par le guide d'utilisateur de Chinook de consulter l'ensemble des documents soumis avec la demande dans un deuxième écran d'ordinateur, donc lire les PDF, les lettres qui accompagnent les preuves de capacité financière, les engagements d'employeurs, tous les documents qui pourraient accompagner une demande de résidence temporaire. On sait qu'ils ne peuvent pas aussi facilement déployer le contenu d'un PDF
pour faire du triage, de créer des groupes et de prendre des actions massives sur les membres d'un groupe. Donc, on sent qu'il y a la possibilité que tout ce contexte, toutes ces informations soigneusement présentées prennent un rang second dans la prise de décision par rapport aux informations biographiques et personnelles de l'individu qui fait la demande. Et c'est là qu'on sent qu'il y a également un risque de nouvelles formes ou de formes davantage entranchées de biais systémiques. Merci. Merci beaucoup, Daniel et Gabriel, pour cette vraiment très intéressante conférence. Je vous invite, oui, à démarrer ma vidéo, je ne l'avais pas mis, désolée. Je vous invite à continuer à poser vos questions dans le Q&A, d'avoir des questions qui soient courtes et précises, parce que étant donné l'heure qu'il est, on n'aura pas le temps de toutes les poser, donc je vais devoir les regrouper. Et je vais passer tout de suite la parole à ma collègue Céline Casté-Renard qui va intervenir. Merci. Merci beaucoup, Karine, et merci beaucoup à Gabriel et Daniel. C'était extrêmement riche et intéressant. Donc, je ne vais pas prétendre avoir le niveau d'information que vous venez de nous apporter, information et analyse. Je vais me contenter de faire quelques remarques un peu plus juridiques du point de vue de la protection des renseignements personnels et du point de vue de l'encadrement des systèmes d'IA. Et je reviendrai... donc des commentaires généraux, puis je reviendrai sur 2-3 petites choses que vous avez dites et qui m'ont particulièrement inspirée. Simplement, évidemment, vous l'aurez compris, pour mettre en œuvre ces systèmes de prise de décision automatisés, il faut collecter énormément d'informations sur les individus et évidemment des renseignements personnels liés à l'identité des personnes. Et donc, évidemment, la législation sur la protection des renseignements personnels va avoir vocation à s'appliquer. Et au Canada, compte tenu des règles du fédéralisme, on va distinguer des législations qui relèvent du gouvernement provincial, des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral. Donc, en l'occurrence, il va s'agir évidemment d'une loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et plus exactement la loi du secteur public, puisqu'on distingue aussi la loi du secteur public versus des lois du secteur privé. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels, la loi fédérale, qui date de 1985. Donc, on peut déjà se dire qu'il va y avoir un certain enjeu du point de vue de son ancienneté et éventuellement de son inadaptation par rapport aux enjeux soulevés aujourd'hui par l'IA ou par la prise de décision automatisée, peu importe, parce que dans tous les cas, il faut collecter massivement des données et c'est ce qui nous retient ici. J'ajouterai évidemment que cette collecte massive de renseignements personnels suppose de respecter un cadre légal, donc la collecte doit être faite de manière légale et doit en principe être nécessaire et proportionnée par rapport à des finalités. Là, ici, le premier enjeu, à mon avis, la première question qui se pose est de savoir quel type de données sont collectées, donc quelle quantité de données et quelle nature des données, quelles sont leurs sources, avec la question de la fiabilité des sources en particulier aussi. Et éventuellement aussi, y a-t-il des croisements de données entre certains fichiers on parle des services d'immigration, bien sûr, en premier lieu, mais il y a aussi les services de sécurité nationale et bien sûr aussi les échanges entre États, puisque les migrants qui arrivent proviennent d'autres États et potentiellement aussi les gouvernements communiquent des informations sur les individus. Donc là, il y a une grande opacité évidemment sur la question, on s'en doute. Simplement, il y a eu une tendance de manière générale dans tous les services d'immigration partout dans le monde. On est passé de l'information librement donnée par les personnes et directement donnée par les personnes à de l'information collectée partout et notamment sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il est de monnaie courante de demander les réseaux sociaux des personnes quand on passe des frontières, ce qui au départ, ce qui a été en premier lieu fait par les États-Unis, mais ce qui au départ étonne beaucoup, mais révèle à mon avis beaucoup aussi sur les inférences qui vont être faites sur la collecte massive qui va être faite et les inférences qui vont être faites à partir de ces informations plus ou moins fiables et plus ou moins réelles, mais qui vont quand même contribuer aux prises de décision d'accepter un dossier ou de le refuser.
Sur la question donc, des liens avec les services de sécurité nationale, là, une certaine opacité, comme je le disais, parce qu'effectivement, de toute façon, dès lors qu'on est dans le cadre de l'action publique, de l'action de l'État, même s'il y a un enjeu de protection de la vie privée, des renseignements personnels des individus, il y a évidemment pléthore d'exceptions liées à la protection de la sécurité nationale et la sécurité publique de façon générale, et avec évidemment aucun contrôle possible de l'appréciation des risques pour la sécurité nationale. Et là, évidemment, c'est forcément, quel que soit le gouvernement d'ailleurs, c'est forcément on va dire, une grande faiblesse de la protection possible des individus. Évidemment, l'autre enjeu que vous avez cité à juste titre, c'est la question des biais systémiques et de la discrimination qui peut être inférée des prises de décision automatiques, enfin des outils de prise de décision automatique ou des outils d'IA, peu importe, hein, ou même des outils biométriques, c'est la même chose. Hein. On trouve évidemment des risques de biais par rapport à certaines catégories de population, certains types certaines couleurs de peau, donc par rapport à la race, par rapport au sexe. Et on retrouve ces enjeux aussi. Alors, on pourrait penser qu'on les trouve essentiellement, par exemple, sur des logiciels de reconnaissance faciale, parce que c'est très médiatisé. Mais on peut les retrouver aussi dans des outils de collecte de données, d'informations, parce que même si ce ne sont pas directement des informations demandées, par exemple sur la religion, on va pouvoir inférer beaucoup de choses avec les réseaux sociaux, en particulier, comme je le disais. Effectivement, beaucoup d'informations finalement vont permettre de renseigner sur des critères discriminants, sur des critères de discrimination indirectement, la collecte indirecte de ces informations-là par des proxys permettent quand même directement de viser ces critères interdits, supposés interdits de collecte pour éviter la discrimination. Donc là, il y a un enjeu évidemment important qui consiste finalement à avoir l'information interdite, même si on ne la demande pas directement, on arrive à l'inférer. Donc ça, c'est un enjeu important. Également aussi, un enjeu important de l'exactitude des données, d'autant plus si les données sont collectées sur les réseaux sociaux et pas directement auprès des personnes, ce qui est le cas d'une partie des informations collectées. Également aussi l'exactitude des systèmes eux-mêmes, des outils qui ne sont pas forcément testés à l'avance, qui ne font pas l'objet de contrôle externe, comme vous l'avez dit, qui souvent aussi, c'est un point important à relever, j'y reviendrai, souvent aussi ces outils ne sont pas forcément faits par les administrations elles-mêmes, mais par des entreprises privées. Donc, se pose la question quand même de la création même des outils, de leur origine. Et ce qui peut arriver, c'est que les administrations elles-mêmes ne maîtrisent pas les outils qu'elles utilisent et n'ont aucune idée de la façon dont les outils ont pu être entraînés et comment les décisions peuvent être prises exactement. Donc ça, c'est quand même un enjeu important finalement où l'administration elle-même va perdre son pouvoir si elle se fie à un outil qu'elle ne maîtrise pas. Là, je voudrais simplement citer une affaire devant la Cour suprême en 2018, l'affaire Evert contre Canada, qui concernait les services correctionnels du Canada, donc ce n'est pas des services d'immigration, mais qui relève, s'agissant d'un outil d'évaluation psychologique, qui relève les faiblesses de l'outil les risques d'inexactitude à l'encontre de certaines populations et en particulier à l'encontre des autochtones dans cette affaire. Donc, on peut relever des inexactitudes et des problématiques par rapport à la fiabilité des outils qui peuvent être en plus renforcées à l'égard de certaines populations. Donc, s'ajoute le problème de la discrimination systémique par-dessus. Donc, évidemment, il faut être très vigilant par rapport à ça. Alors, la question du partenariat public-privé que j'évoquais, ça, c'est vraiment un enjeu très important qu'on trouve dans toutes les technologies utilisées par les administrations de manière générale. On le retrouve aussi dans la sécurité, dans les services de police en particulier, où de plus en plus les administrations vont faire appel à des entreprises privées, souvent américaines d'ailleurs, dans le recours à ces administrations, à ces entreprises technologiques pour remplir un certain nombre de fonctions, de missions de service public. Souvent, on a plusieurs problématiques ici dans le partenariat public-privé.
D'abord, souvent, il y a ce problème d'opacité que j'évoquais tout à l'heure et de contrôle de l'administration. Et du point de vue de la collecte des renseignements personnels, il y a souvent aussi un autre problème qui est que l'administration va être soumise aux lois du secteur public, mais il y a un gap ici, puisque les entreprises, normalement, sont soumises aux lois du secteur privé, en particulier à PIPEDA, à la LPR-PDE, s'agissant de l'administration, du gouvernement fédéral. Mais il y a un gap ici dans le sens où, finalement, on ne sait pas vraiment à quoi va être soumis ces entreprises qui pourtant vont souvent avoir accès à ces renseignements personnels elles-mêmes, sous prétexte d'améliorer les outils et sous prétexte aussi que souvent ce sont des contrats de licence conclus avec ces entreprises. Et donc, on ne sait pas vraiment quelle législation appliquer. Et quand bien même ce serait la législation du secteur privé, il y a un trou dans la raquette ici, il y a un gap dans le sens où cette entreprise sous-traitante devrait être considérée comme responsable de traitement elle-même et devrait elle-même être soumise à davantage d'obligations que c'est le cas actuellement. Alors, pour terminer, je voudrais parler de la directive sur l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et la directive sur la prise de décision automatisée du Conseil du Trésor, qui a été adoptée en 2019, comme vous l'avez soulevé. Mais je signale tout d'abord qu'il y a une clause dite grand-père, dans le sens où, évidemment, ça ne va pas s'appliquer au système antérieur. Donc ça, par rapport à tous les systèmes que vous avez pu identifier et relever, j'imagine que pour la plupart d'entre eux, ils sont antérieurs à 2019, donc ne rentrent pas du tout dans le champ d'application de cette directive, donc sortent complètement du champ. Donc, pour le passé, c'est presque trop tard, j'ai envie de dire, en termes de contrôle, malheureusement. Et ça pose aussi la question de l'évolution de ces systèmes. Est-ce qu'on doit considérer que s'il y a une évolution d'anciens systèmes, on est encore sous le régime de l'ancien régime, si je puis dire, ou si on passe au nouveau régime? Donc ça, je pense qu'il faut agir pour que ce soit le cas. Mais c'est vrai que 2019, effectivement, et ce qui se passe depuis 2019, ça réduit complètement le champ. Et à l'heure actuelle, selon les informations que j'ai eues, d'ailleurs, seulement 2 ou 3 systèmes font l'objet de cette directive à l'heure actuelle, donc toute administration confondue. Donc, c'est très peu, très anecdotique pour le moment, mais on va essayer d'être optimiste et de se dire qu'à l'avenir, il y en aura davantage. Parce que cette directive est quand même intéressante par rapport aux exigences qu'elle pose, du point de vue du contrôle humain que vous avez évoqué, du point de vue de l'explication des décisions, notamment en cas de refus, également du point de vue de l'approbation de l'exploitation des systèmes et le fait qu'il puisse y avoir éventuellement un contrôle externe, ça me paraît fondamental. Également aussi du point de vue de la formation des agents qui utilisent ces outils, puisque je parlais d'opacité tout à l'heure et de l'incapacité de contrôler et de comprendre ces outils, ça me paraît être un enjeu fondamental. Et pour terminer, parce que je veux vraiment laisser la parole au public, je vais me permettre de rebondir sur les questions que vous avez posées à la fin, qui sont vraiment très inspirantes. Je vous rejoins sur le fait de considérer que ces systèmes utilisés ne sont pas à proprement parler des systèmes d'IA, mais j'inviterai à dépasser ce constat purement technique et technologique qui ne nous intéresse pas, parce que ce qui nous intéresse, ce sont les impacts sociétaux et sociaux, et la gravité et les risques peuvent être tout à fait aussi importants, voire plus importants, pour de simples outils de prise de décision ou d'aide à la décision. Leurs impacts peuvent être tout aussi importants, voire plus, que si on avait affaire à des systèmes d'IA extrêmement complexes. Donc, je nous invite à dépasser cette pure définition technique qui, encore une fois, ne nous regarde pas, ne nous concerne pas, et d'envisager une régulation du point de vue des impacts sociaux, des risques sociaux et du point de vue des finalités. C'est notamment l'approche qui a été retenue par le règlement européen de la Commission européenne, qui par ailleurs, peut être critiquée à plein d'égards, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans son approche, c'est qu'elle considère la finalité de ces outils, et notamment la décision, la recommandation, la prédiction et même la modification des contenus sont les 4 finalités qui doivent être, à mon avis, qui à mon avis sont importantes. Et là, la décision, c'est exactement ce qui nous concerne là. Et les impacts sociaux, évidemment, à considérer pour appréhender ces risques. Et finalement, par rapport aux 3 questions que vous posez,
Si on retient cette approche et en disant que la réglementation ou la régulation, peu importe les normes employées, sont de toute façon nécessaires, compte tenu de ces impacts sociaux. Finalement, le fait que ce soit utilisé pour du triage ou pour quel que soit finalement l'action de Chinook et en particulier le fait de contribuer à la prise de décision devrait appeler une réaction et devrait appeler un encadrement. La transparence, évidemment, et la question de savoir si avec ou sans IA, on a plus d'explications, peu importe, l'explication doit être la même en sortie pour les individus, peu importe la façon dont la décision a été prise. Et évidemment, il ne doit pas y avoir de perte de qualité de l'information, de la transparence de ce simple fait. D'autant plus que, comme vous l'avez souligné, l'expansion des systèmes risque d'augmenter encore, il risque de s'étendre. Ces systèmes risquent de s'étendre et l'IA risque d'arriver. Et je pense qu'il ne faut absolument pas qu'on soit tributaire de la qualification qui serait donnée par les gouvernements ou par les techniciens. Donc ça me paraît être particulièrement important. Merci. Merci beaucoup Céline, super intéressant. Et puis par rapport à la qualification d'une IA ou pas, quand je vous entendais parler, Gabriel et Daniel, je me demandais si justement le flou sur de l'IA ou pas n'était pas volontaire pour justement être capable de ne pas le faire évaluer d'un bord ou de l'autre. Écoutez, sincèrement, merci beaucoup pour cette très intéressante présentation. Vraiment, merci Daniel, merci Gabriel, merci Céline. Donc c'est ce qui conclut aujourd'hui notre conférence. Merci tout le monde d'avoir participé et pour vos questions très intéressantes. Et voilà, bonne fin de journée. Au revoir.